Oh, pour l'amour du ciel, mon fils, tu n'es pas hors la loi. Bientôt viendra le jour où l'on dira que tu es un héros. Dans la vie, il y a des séries qui font partie intégrante de notre culture populaire, et puis il y a Le Rebelle. Avec son cocktail explosif de pseudo-action, de clichés en cascade, de corps sculptés et de son héros charismatique aux pectoraux saillants, cette série emblématique des années 90 nous plonge dans un univers kitsch où l'extravagance règne en maître. Alors, prépare-toi à plonger dans cet océan de mauvais goût, car nous allons disséquer ensemble les perles et les absurdités du premier épisode. Un rebelle, un indien et une Cheyenne sont dans une série. Cela aurait pu être le début d'une blague. Une blague, certes, de mauvais goût, mais une blague quand même. Oh non, si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Merci Bernard, c'est une blague de crétin ça. Pourtant, ces trois personnages existent bel et bien, et qui plus est, ils cohabitent dans la même fiction. Si tu es né dans les années 2000, tu as probablement échappé à cette pépite télévisuelle. En revanche, si tu as grandi dans les années 80 ou 90, il y a de fortes chances que tu sois tombé sur Le Rebelle, un dimanche après-midi, pendant que tes parents piquaient un somme sur le canapé après le JT de 13h. Avec Walker Texas Ranger, Hooker ou encore Rick Hunter, c'était le bon vieux temps des séries policières. De quoi passer un bon dimanche pour cultiver sa bofferie plutôt que d'aller se faire chier dans un musée. Rien de tel. Je critique, mais je l'avoue, j'ai été captivé par la série. Heureusement, pas par toutes les saisons. Un grand merci d'ailleurs à mes parents pour les sorties qu'ils me proposaient, qui, bien qu'elles me paraissaient chiantes sur le moment, m'ont sans doute évité une certaine lobotomie en bonne et due forme. Quoi qu'il en soit, j'ai vu quelques épisodes et je suis resté scotché pour des raisons plutôt superficielles. La moto, la castagne, les filles sexy et bien sûr, le charisme irrésistible de Lorenzo Lamas. Il est beau comme un lion, celui-là. Un derrière comme le sien, je pourrais le regarder toute la journée. Que ce soit sa chevelure, ses Santiago, son jean moulant, bref, Lorenzo Lamas transpirait la classe et incarnait tout ce qu'un jeune ado pouvait rêver d'être. Qui n'a pas voulu être Reno Reigns au milieu des années 90 ? Je pose la question. Qui ? Avec sa gueule et son style, je te dis que je les aurais toutes faites tomber, les filles du collège. Bon, j'aurais certainement fini au poste de police car bien trop vieux pour draguer les collégiennes. Mais ça aurait valu le coup. Ah, doux rêve. Assez blablaté, je sens que tu t'impatientes. Passons au vif du sujet, à savoir le premier épisode de la série intitulé Le Piège ou Renegade en VO. Oui, c'est bien connu, un Français est à moitié con. C'est des gros cons. Traduire littéralement par renégat aurait sans doute fait fuir la moitié des téléspectateurs. Dans ce cas, je ne sais pas, traduisez par un synonyme comme apostat. Ah oui, non, c'est trop compliqué là aussi. Alors pourquoi pas traître ? Ça sonne bien et c'est bien plus fidèle que Le Piège. Je pense peut-être qu'il faudra que je revienne sur ces histoires de traduction des titres d'épisodes de séries. N'hésite pas à venir me dire si ce type de contenu pourrait t'intéresser. Sur ce, installe-toi bien confortablement dans ton canapé, ta chaise de bureau ou même tes chiottes, car c'est parti. Et c'est parti. Toi la ferme. Notre épisode commence avec une petite rythmique entraînante qui donne envie d'aller à la plage. Eh ben ça tombe bien, panorama sur le littoral. Le soleil, les palmiers, l'océan, un bikini, un surfeur,
un bikini, une mouette, un bikini remarquablement bien porté, cela dit, des ralentis, encore un bikini, et c'est alors qu'on reconnaît notre héros, Lorenzo Lamas, alias Reno Raines, en mode surfeur suave sur la vague. Ah le con! On le retrouve ensuite, il est en train d'emballer goulûment la jolie brune au bikini vert. Entre eux, c'est torride. On sent que le type n'a pas de problème de charisme. Bon, par contre, ça commence à devenir un peu trop gênant entre deux, là. La scène dans l'eau, on a compris, les hormones parlent. Prenez une chambre d'hôtel pour finir votre affaire, bande de petits coquins. Whoa, hey, what's going on here? Get a room, you two! On retourne à présent avec Reno dans les vagues, sur sa planche. Je ne comprends plus rien au montage de cette scène. Ça manque clairement de cohérence. Bon, bref, notre étalon chute dans les vagues. Ah, ça me ravit. Et ça ravit, je pense, tous les spectateurs qui comprennent enfin que le mec a des failles et que lui aussi peut peut-être prétendre à choper des meufs en bikini vert. Ou toute autre couleur d'ailleurs. Ce surfeur de pacotille n'a pas l'apanage des belles brunes en bikini, n'est-ce pas ? La scène se conclut enfin par un nouveau moment intime. Il y a 2 gros plans qui nous donnent des informations pour dramatiser la romance. Une bague de fiançailles sur la main de Val et une main qui repousse une arme et un badge de police. Alors quoi ? Il est amoureux, mais visiblement avec des soucis de boulot en perspective. Mais quel suspense ! On quitte le sable fin pour atterrir au commissariat, où l'on retrouve notre bel étalon, l'inspecteur Reno Raines. Il relate à 2 hommes une affaire sur laquelle il travaille. L'un est son ami, l'autre est un lieutenant, qui, entre nous, semble bien louche. Et celui-là, tu lui parles pas, il a une sale gueule. Le projet de Reno est simple. Il veut tout plaquer, raccrocher l'insigne, mais avant cela, il compte bien faire tomber un flic véreux qui est tout simplement un agent de ce lieutenant. Tout cela, bien entendu, pour l'amour de sa dulcinée, Val, la femme au bikini vert. Ah ouais, c'est Déprise Brescia. Elle est méga bonne, cette actrice. Dès que je l'ai vue dans son maillot de bain vert, avec ses grosses meules, j'ai su que cette série serait de la balle. Ah oui, on en est là. Un maillot de bain et la série entre d'office dans le panthéon de tes séries cultes. Ok, il en faut certes pour tous les goûts. Mais t'es quand même un sacré pervers. Et que dire de ta faculté à retenir tous les noms des actrices au physique avantageux ? Ce type m'inquiète chaque jour davantage. Ah, moi, il me fait très peur, il a une sale tête. Revenons à notre série. C'est là que tout se gâte. Voilà notre générique qui débarque, comme un cheveu sur la soupe, pour nous déballer tout le reste de l'intrigue. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Un chasseur. Dans un festival de slow-motion assez kitsch, le générique se la joue flash info et spoil allègrement le destin tragique de Reno. Il sera donc faussement accusé, traqué par la police, obligé de devenir le rebelle. Merci générique de nous expliquer l'épisode avant qu'on le voie. Bien joué les gars, bravo! Mais au moins, on sait désormais qu'on n'échappera pas à Lorenzo Lamas en mode fugitif, cheveux au vent, sur sa bécane. Scène suivante, passage en prison où le lieutenant louche vient briefer un détenu tatoué jusqu'au coude et interprété par Donald Gibb. Les fans de films de baston des années 80-90 le connaissent forcément. Il a notamment joué dans Bloodsport, Tous les coups sont permis, avec notre Jean-Claude Van Damme international, puis il a joué également dans des films comme Savate ou American Tigers. Pour résumer la scène, le flic lui fait son speech en mode « Venge-toi », car Reno c'est un salaud qui t'a arrêté, estropié et qui a buté ton frère. Il a même mangé les petits beurres de Tata Yvonne. Mais quel enculé ce Reno tout de même. Ça vaudrait bien le coup d'aller lui péter la gueule, lui casser les jambes, lui démonter le bassin et pourquoi pas, lui ôter la vie. Le gars, nommé Hogg, est maintenant prêt à tout casser pour se venger. C'est l'heure de la vengeance! De la vengeance! Hop, on enchaîne au motel dans lequel Reno séjourne avec Val. Les scénaristes nous sortent le grand jeu et nous en mettent plein les mirettes.
un petit short, une chemise ouverte avec un torse velu saillant, un petit haut ultra moulant, des bisous d'amour, des rires, des guili-guili. Non, tu me chatouilles. Ouais, cette scène est complètement ridicule. Mais que se passe-t-il ? Oh non, quelle horreur ! Je te rappelle, c'est affreux. Le taulard déboule et dans un ralenti dramatique magistral, tire sur Val. Reno a le temps tout de même de lui tirer dessus. Le ralenti de la scène doit certainement aider. Puis, le taulard s'échappe, puis c'est au tour de Reno qui sort de sa chambre en portant Val. Enfin, quelques minutes plus tard, retournement de situation chez les méchants flics qui eux aussi débarquent dans l'hôtel. Le lieutenant déboule dans la chambre et la joue à l'envers en abattant son soi-disant pote flic de 10 ans, le flic véreux dont on parlait au début de l'épisode. Il n'y a aucune loyauté chez les flics, en tout cas chez celui-ci. Il faut essayer de le comprendre, il traverse un moment difficile. C'est un salaud. La scène suivante nous propulse à l'hôpital. Reno relate la soirée à son ami policier, celui dont on parlait également au début. Ce dernier, sans perdre une seconde, lui explique qu'il a été piégé et dégaine la solution miracle. Fuyez, pauvre fou! On assiste alors à une tentative de jeu dramatique façon Lorenzo Lamas, qui pourrait bien passer pour un état de somnolence. Tu le comprendras vite en voyant l'épisode, le talent de Lorenzo Lamas ne réside pas dans la tragédie. Il est même très mauvais dans cet exercice. Mais putain mec, va plutôt botter des culs et galocher de la greluche en bikini, ça te va vraiment mieux. La scène suivante est alors improbable. Reno est dans sa chambre d'hôtel, une nouvelle, en train de regarder les informations locales qui semblent l'incriminer pour le meurtre de ce policier, meurtre qu'il n'a donc pas commis. Jusque-là, tout va bien. Excepté que le mec est, bien entendu, torse-poil et en jean ultra moulant. Quel bel homme! Pour faire saliver la ménagère devant son téléviseur. Et là, coup de génie. La scène nous enfonce le clou du héros sexy en détresse, avec sa moto plantée dans sa chambre, comme s'il n'avait pas pu s'endormir sans elle. Le type est tellement amoureux de sa bécane qu'il l'a fait rentrer dans sa chambre pour dormir à côté d'elle. Alors oui, je sais, c'est pour se planquer, mais heureusement qu'il n'est pas pilote de sous-marin. Imagine un peu la scène. I think he might be too big. No, he's not. If he can go down a chimney, he can down here. On poursuit l'épisode avec le lieutenant Ripou qui nous conduit chez les deux autres personnages principaux de la série, à savoir Cheyenne et Bobby Sixkiller, nos deux chasseurs de primes. Évidemment, la série poursuit dans sa lignée d'exhibitionnistes en nous offrant la belle Cheyenne en petite tenue sexy et un lieutenant qui ne cache pas ses pulsions de vieux pervers. Il ne cache d'ailleurs pas non plus son racisme envers les Indiens devant Bobby. Le mec a décidément tout pour plaire, vicelard, xénophobe, perfide, le gendre idéal. Le lieutenant, qui coche donc décidément toutes les cases du salaud parfait, propose un contrat à Bobby pour traquer Reno. Bobby ne se laisse pas intimider et accepte le contrat, mais seulement à ses conditions. Début de la chasse à l'homme. Pendant que Reno se lance dans sa traque pour retrouver le type qui a tiré sur Val, Bobby et Cheyenne partent sur ses traces. Ce premier retrouve rapidement sa proie dans une sorte de repère paumé au milieu de nulle part, où tous les brigands du coin se sont retrouvés. Et là, la série décide de nous servir un beau cocktail de stéréotypes. Bikers, cuir, rock criard, mini-short et surtout, alcool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas pas cool. cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Notre brave Reno Lebiscotto, croyant que l'infiltration c'est pour les pros, préfère attendre que tout ce petit monde s'écroule dans le sommeil et l'ivresse pour agir. Mais ce génie de la traque s'endort lui aussi. Quel boulet. Comme si cette brillante idée n'était pas suffisante, la scène s'embellit d'un rêve de Reno, revisitant en boucle Val en mini-bikini vert, marchant langoureusement sur la plage, la poitrine ballottant de droite à gauche. Tour de poitrine. Tour de hanche. Son adresse. Alors cette scène a de quoi ravir les jeunes prépubères en manque de sensations fortes. Mais sérieux, Reno, est-ce que tous tes souvenirs se cantonnent aux prémices de l'épisode ? Tu la connaissais seulement depuis 30 minutes ou il n'y a que sa poitrine qui t'intéresse ? J'aime vos seins, enfin, surtout le gauche. Vous savez ce que je vais faire, moi ? Je vais prévenir vos parents. Revenons à la scène, alors que 4h du matin sonne. Il est exactement 4h du matin! Reno
armé d'une confiance renouvelée et d'une discrétion plus que discutable, se fraye un chemin parmi les piliers de bar endormis. Il attrape le tôlard et c'est parti pour une virée nocturne en pick-up. Le matin suivant, Bobby retrouve Reno et son prisonnier Hogg. Il les embarque dans son camping-car de tracker. Une halte et quelques échanges musclés plus tard, la joyeuse bande, accompagnée donc de Cheyenne, installe son campement. Bon, Impala, corvée de bois. Pourquoi faire ? Un feu de camp. Alors que le feu crépite, Cheyenne laisse tomber son armure et raconte à Reno, en mode confession, son passé avec Bobby. Eh bien oui, quelle bonne idée de raconter au premier venu toute sa vie, encore plus quand c'est le type que tu chasses. Mais quelle icône celle-là! Et est-ce que Reno se sent obligé de faire la même chose ? Mais bien sûr, il nous sort sa grande tirade romantico-mélodramatique en hommage à Val. Je l'aimais. Et je l'aime encore. Je sais où elle est. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si elle est là. Je ne sais pas si elle est encore avec nous, ou si c'est grâce à une machine qu'elle est en vie. J'ai l'impression d'être piégé quelque part à mi-chemin. C'est à la fois terminé et pas encore terminé. Nous deux, ça n'existe plus. Mais elle est encore en vie. Son cœur continue à battre. Ok, merci Reno, tu viens tout simplement de nous expliquer ce qu'est le coma. Merci. Ce mec est un génie! Au petit matin, nos amis reprennent la route, mais attention, le frère du méchant est sur leurs traces. Pendant ce temps, Reno sent l'appel de la liberté monter. Et comme un collégien en sortie scolaire, il utilise l'excuse classique du besoin pressant. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes? J'aurais pas dû me taper toute cette bière, tout ce café. Et ça fonctionne. Bobby, soi-disant chasseur de primes aguerri, tombe direct dans le panneau. On a un winner, le chasseur de primes de l'année. Voilà donc notre Reno qui se retrouve à faire une démonstration spectaculaire ou non de levée de jambes acrobatique pour fuir, laissant Bobby et Cheyenne face à une horde de motards furieux. La scène de la course-poursuite débute, et là, on se dit « Enfin ça va bouger ». Sauf que, surprise, la première intervention des méchants, c'est de balancer un jet de crème chantilly sur le pare-brise du camping-car. Bah ouais, c'est bien connu que tous les bikers se trimballent avec des siphons de chantilly sur eux. Bref, en 30 secondes, c'est plié. Dans le même temps, notre héros réussit on ne sait pas comment à se débarrasser de ses menottes et à subtiliser la moto d'un des méchants afin de poursuivre les autres. Alors qu'on espérait un rebond de l'action, Bobby se fait soudain malmener par les motards et la scène prend des allures de bagarre de cour de récréation. Au lieu d'une réelle confrontation, on a droit à des coups assez mous, à des ralentis embarrassants et à un Bobby qui semble aussi crédible en victime que dans le rôle de chasseur de primes. Une scène digne de la fameuse baston de Hélène et les garçons. Je ne sais pas si tu connais cette scène, mais je t'ai mis l'épisode complet sur le site de la crypte, dans l'actu sur le rebelle. Va jeter un œil, ça vaut vraiment le détour. Revenons donc à notre série. C'est tellement peu convaincant que lorsque Reno arrive à la rescousse, l'excitation est déjà retombée. Mais ce n'est pas fini. Les motards en profitent pour délivrer Hogg et, en prime, kidnapper Cheyenne, qui se retrouve à moitié en soutien-gorge, sans aucune raison valable. Ah, si, j'en ai peut-être une, mais je vais laisser Herbert vous expliquer. Bobby et Reno, désormais un duo improbable, décident de remonter la piste de Cheyenne. Après une série d'événements imprévisibles, à base d'huile et d'hémorroïdes, ne me demande pas d'où ça sort. Cette histoire, bien entendu, pas les hémorroïdes. Eux, on sait d'où ils sortent. Je m'égare. Donc, à base d'huile et d'hémorroïdes, qui auraient pu servir de scénario à une comédie absurde. Ils se retrouvent face au camp des méchants. Ne me demande pas là aussi comment, mais ils remontent leur piste assez facilement. Ils attendent le petit matin pour intervenir. Comme par enchantement, Bobby, qui s'était fait tirer dessus la veille, pète la forme. Ensemble, ils pénètrent dans le camp des méchants où tout le monde dort comme s'il venait de terminer une orgie. Reno, tel un ninja à moto, délivre Cheyenne au milieu des ronflements et des relents d'alcool. Ils sont alors poursuivis par toute l'armada. Mais c'est sans compter sur le talent de nos deux héros, Bobby et Reno, avec un sens du timing parfait, piègent les motards dans un traquenard digne d'un vieux cartoon. Reno, empli de colère et dans un moment tout en intensité,
ou pas, tente de faire parler Hogg, mais le bonhomme préfère rester muet. C'est pas grave, direction les autorités, parce qu'il faut bien clôturer une bonne fois pour toutes cet épisode qui commence à devenir très long. Après toute cette histoire, Reno, Bobby et Cheyenne décident de s'associer. Bobby, qui a une dette envers Reno pour l'avoir sauvé, est soudainement convaincu que le motard est un homme de valeur. Comme quoi, les expériences traumatisantes rapprochent les gens. C'est beau quand même. Cheyenne, quant à elle, laisse entrevoir ses sentiments pour Reno. Oui, parce que sous la mini-tenue qui couvre sa peau, se cache un énorme cœur qui ne demande qu'un peu d'amour. Je t'aime comme un fou. L'épisode se conclut avec un montage tout pourri. D'abord, on découvre Reno larmoyant devant une fenêtre sous une pluie battante. C'est le cliché parfait du héros tourmenté, comme si on était plongé dans un mauvais film d'arrêt d'essai des années 80. Ensuite, on passe à Reno sur sa moto, cheveux au vent, tentant de paraître badass. Le lien entre ces deux scènes, s'il vous plaît ? Alors, si les scénaristes espéraient montrer qu'il a un cœur tendre sous cette carapace, ce n'était pas très subtil. Vous aviez qu'à rajouter aussi une touche de Reno en cuisine, et cet enchaînement aurait été parfait pour faire de lui un véritable homme à tout faire. Et tandis qu'on savoure ce moment poignant, on apprend que le méchant, dont le degré de méchanceté a été souligné tout au long de l'épisode, ordonne l'exécution d'Hogg en prison. Voilà un méchant qui ne fait pas dans la dentelle et qui laisse présager le pire pour la suite de l'aventure de Reno et ses acolytes. Ou pas. Et c'est le générique de fin. Voilà donc, fin du premier épisode de Le Rebelle. En toute honnêteté, je m'attendais à bien pire. La série me semblait plus mauvaise dans mes souvenirs. Elle abuse clairement des scènes pour mettre en avant le culte du corps, mais peut-on lui en vouloir ? Après tout, qui ne serait pas tenté d'attirer le regard du spectateur avec un peu de chair fraîche. Cependant, le véritable reproche réside dans le manque de scènes d'action, ce qui est quand même un comble pour une série dont le genre principal est l'action. Le côté absurde et certains dialogues risibles font presque passer la série pour une parodie involontaire de son propre genre. Il y a un équilibre très fragile entre le drame, ou le pseudo-drame, et le ridicule. Si le premier épisode réussit à capturer un certain charme kitsch, il est difficile de captiver le public avec des scènes aussi clichés. Et que dire des facilités scénaristiques comme la chantilly et autres scènes de dodo qui font nécessairement décrocher le visionnage tellement c'est ridicule. Espérons que la suite compense ce manque avec davantage de castagne. En somme, Le Rebelle, c'est un voyage dans un univers où le mauvais goût règne en maître et où les scénaristes semblent avoir oublié que dans ce genre, l'action ne devrait pas être un accessoire, mais bien le cœur de l'intrigue. Cet épisode spécial Le Rebelle s'achève ici. J'espère que ce format te plaît toujours. Quoi qu'il en soit, je compte bien t'en proposer d'autres. Donc n'hésite pas à venir me partager des séries que tu voudrais que je traite de cette façon. Je t'invite dans ce cas à me contacter sur les réseaux sociaux habituels, TikTok, Instagram, Thread, X ou encore Facebook. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube Le Son de la Crypte. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de la vie. Si tu croises des motards, méfie-toi de la crème chantilly et bisous.